tous et merci d'être venus donc, pour cette petite causerie sur mémoire collective et musée organisée par l'association Cultural Project. Merci au Palais Lascaris qui nous accueille, donc avec Paul Ras qui enseigne l'anthropologie à l'Université de Nice et avec Boris Cyrulnik qu'on ne présente plus. Donc, si vous êtes là, c'est pour une raison. Sans vouloir obliger. Donc, mémoire collective et musée, un vaste sujet. Donc, on va d'abord aborder par une présentation de chacun de nos intervenants, puis ensuite dans une discussion, peut-être entre eux, puis ensuite avec le public. Donc, pour commencer, je laisse la parole à. Alors, je ne sais toujours pas. Boris va commencer. Donc, pour nous donner son point de vue et son éclairage sur la question. Voilà, je suis ravi d'être avec vous. C'est un décor un petit peu simple pour moi, mais parce que je suis ravi d'être avec vous. Et on va essayer de proposer quelques idées que je vais vous proposer. C'est que finalement, c'est ce qu'on disait avec M. Ras, c'est que finalement, la mémoire est une reproposition du passé. Ça ne veut pas dire que ce soit des mensonges. Ça veut dire qu'on est totalement sincère, même quand on n'est pas d'accord. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous démontrer. Voilà le plan que je vais suivre pendant les 6 heures que M. Ras m'a accordé. Ça va être un récit préverbal. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on est sensible, tous ici, on est sensible à certaines informations et l'autre à côté, au même moment, au même espace, sera totalement insensible et pour lui, ça ne sera pas un événement. Donc ce qui va être un événement pour l'un ne le sera pas pour son voisin. Donc premier mystère. Ensuite, je dirais qu'est-ce qui se passe quand il y a un récit solitaire? Eh bien, le récit solitaire, c'est la rumination. La routine, c'est le tapis roulant vers la dépression. La rumination. Ensuite, je dirais quelques mots sur le récit partagé. Alors si je partage ce que je pense, ce qu'il a en mémoire, avec quelqu'un qui me sert de base de sécurité, si je me sens en confiance avec vous, je vais vous adresser un récit qui ne sera pas le même que si je ne me sens pas en confiance avec M. Ras. Et ça ne sera pas du tout le même récit parce que c'est la confiance que vous m'inspirez va sélectionner les informations. Donc, je ne vais pas mentir à M. Ras, mais simplement je sélectionnerai d'autres informations tout aussi vraies et totalement contradictoires. Et ensuite, je parlerai en quatrième point de récit collectif, comment se comprend être un récit collectif hors de nous, en fait, s'imprègne profondément en nous, et ça devient même une autobiographie, alors que ça vient totalement de l'extérieur. Et puis je terminerai pendant quelques heures sur le récit technologique pour dire que seulement comment la technologie modifie incroyablement la mémoire. Donc la première photo, je vais passer rapidement. C'est celle-là. Ça veut dire beaucoup. Alors, vous avez en haut un gars qu'on appelle chat. Eh bien, il a une mémoire. La preuve, c'est qu'il peut avoir des apprentissages et il s'adapte. Or, les écologues et les vétérinaires avec qui je travaille montrent que les chats, nos chiens, quand ils sont humanisés, c'est-à-dire quand ils vivent avec nous, peuvent comprendre et répondre à peu près à 100 ou 200 mots. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait des carrières de moins de 5 ans. Donc, d'ailleurs, il y a un chat à se présenter aux prochaines élections, sans son Vous avez en bas un autre gars, un bébé. Quand j'étais étudiant en médecine, on me disait tant qu'un bébé ne parle pas, il ne peut rien comprendre. Les femmes qui sont venues dans cette salle sont certainement surprises. Un bébé peut comprendre des tas de choses très verbalement. Et en bas, là, vous avez Charlie Chaplin. Quand on voit ces films muets, des histoires sans parole, on comprend tout, il ne dit pas un mot. Et à droite, là, vous avez un monsieur qui a une aphasie et qui continue à comprendre alors qu'il a perdu l'accès au lexique. Et il continue à comprendre des tas de choses. Donc si je commence mon exposé par ça, c'est pour dire que, pour expliquer pourquoi on n'est pas tous sensibles aux mêmes informations. C'est-à-dire que, très verbalement, quelque chose s'est passé au cours de notre développement qui fait que ça nous a rendu sensibles à un type d'information et vous, ça vous a rendu sensible à un autre type d'information. On est en total désaccord, aucun de nous. Non. Photo suivante. Alors,
Je vais passer un peu rapidement parce que je pense qu'il y a des biologistes dans la salle, parce que les filles sont des biologistes. On ne peut pas dire n'importe quoi, mais des biologistes. Alors là, on voit que j'ai pris, ça c'est un cerveau humain, et en bas j'ai mis des noms, si vous êtes intéressé par les références, vous les trouvez un peu, parce que la grande découverte qu'on vient de faire ces 10 dernières années grâce à la neuroimagerie, c'est que notre cerveau est sculpté par notre milieu et par notre rencontre, par la verbalité des autres. C'est-à-dire que ce que je mets dans ma mémoire intime, c'est vos minutes de colère, vos sourires, les mots que vous avez dit. Vous remplissez mon mémoire intime. Je dis que c'est ma mémoire autobiographique et je n'ai de mémoire autobiographique si vous êtes là pour mettre quelque chose dans ma mémoire. Sinon, si je suis seul, mon monde est vide, je n'ai rien à mettre en mémoire. C'est-à-dire que déjà, l'idée dont on parlait à table, parce que c'est à table qu'on fait une discussion importante, quand on parlait, c'était que finalement l'individu est une notion très relative. Et la personne, encore plus relative. On est pétri, on est sculpté par les autres, et notre cerveau est sculpté par notre existence. Alors, il y a beaucoup d'observations qui ont été faites, et bien sûr, je vous oubliais les références qu'on a, je vous oubliais le principal, c'est David Cohen, qui est professeur à la Salpêtrière, et je l'ai oublié parce que c'est un rival et que je le déteste. Tellement il est brillant, que c'est insupportable d'être brillant comme ça. Et il a fait, voilà. Et son travail, c'est qu'il montre comment un enfant, et c'est vrai aussi en vieillissant, mais plus on vieillit, moins on est plastique. Hein. Mais c'est quand on est petit, on est follement plastique. On peut s'imprégner de tous les événements, de tous les mots, de toutes les limites, de toutes les menaces qu'on a prises. Ça continue toute notre vie, mais on est quand même de moins en moins plastique. Alors, on voit que le lobe préfrontal, lorsque personne ne parle, le lobe préfrontal s'atrophie. Et qu'il suffit de, vous avez bien entendu, il suffit de parler, de sourire, de jouer, pour stimuler les neurones préfrontales pour qu'ils se regroupent. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose de totalement contre-intuitif, c'est-à-dire que mon cerveau est la conséquence de notre relation. Si je suis seul, mon cerveau est flagada. Si vous êtes méchant avec moi aussi, vous n'êtes pas méchant, mais je vous éprouve, je vous sens comme méchant. L'amygdale rhinencéphalique que normalement hippocampe, on voit l'amygdale se gonfle, c'est-à-dire que dès l'instant où l'amygdale se gonfle, j'éprouve l'amygdale, c'est. Alors l'amygdale, c'est pas là, c'est là, c'est-à-dire c'est l'amygdale rhinencéphalique. C'est-à-dire qu'elle se gonfle, c'est le socle neurologique des émotions intenses, des angoisses intenses, des colères intenses, c'est le socle des émotions intenses. Si je suis seul, mon lobe préfrontal s'atrophie, il va stimuler, il ne freine plus l'amygdale qui se gonfle, et désormais, j'éprouve tout comme une agression, comme une alerte. Et c'est ce qui se passe pour les gosses en carence affective. Est-ce que tu as regardé comme ça? Pourquoi tu me parles? Je ne regarde pas comme ça, je ne parle. Ah, tu m'en veux? Ben non, je ne t'en veux pas, je te dis bonjour. Parce que pour eux, s'ils ont été précocement isolés, affectivement et sensoriellement, leur amygdale se gonfle, ils éprouvent tout comme une agression. Ils sont sincères. Vous leur parlez gentiment. Pourquoi tu as hoché la tête quand je te parle? Donc, c'est-à-dire que là, alors il y a des contresens relationnels parce qu'ils éprouvent tout comme une agression. Et pour eux, c'est une agression qui se déclare comme ça. Alors là, on va passer un peu. Alors voilà, ça c'est des exemples d'enfants isolés. Ces enfants. On va passer après. Alors voilà, alors ça c'est Denis Hofer. On s'est dit, mais ce que je vous dis, il faut qu'on le rende un peu manipulable et expérimentable, tant sur le plan biologique que sur le plan, comme je viens de le proposer, que sur le plan, la mémoire, ce n'est pas le retour du passé. La mémoire, c'est la représentation de son passé. C'est-à-dire que c'est un acte intentionnel qui va chercher dans son passé les mots, les souvenirs, les objets, les images qui sont restés dans notre mémoire. Mais on va les chercher. Donc,
la mémoire est un acte intentionnel. Et là, alors avec Denis Ofer, il a pris une population d'adolescents, 50 adolescents, 77 adolescents, et il leur a posé 50 questions. Il a noté les réponses, il les a mis de côté. 34 ans après, il a téléphoné aux 77 adolescents, qui étaient pas adolescents 34 ans après. Il en a retrouvé 67, et il leur a reposé les mêmes questions, mais il avait gardé les réponses. Et les gens, dans leur mémoire, avaient oublié ce qu'ils avaient dit, questionné en 34 ans, ils avaient oublié. Alors j'en ai isolé 3 pour notre rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous ennuyez à l'école? À 14 ans, 28% des enfants, des adolescents répondent qu'est-ce que je m'ennuie à l'école. À 48 ans, ils sont 58% à dire qu'est-ce que je me suis ennuyé à l'école. Déjà, la mémoire est un petit peu transformée. Deuxième question que j'ai choisie pour vous. Est-ce que vous êtes populaire à l'école? À 14 ans, ils sont 25% à dire ça, c'est pas la suite de la vie, on est bien à l'école. À l'âge de 48 ans, ils sont 53% à dire qu'est-ce que j'étais populaire. Les femmes, c'est-à-dire donc déjà, alors là, la mémoire est encore plus remaniée. Et puis c'était l'époque où on pouvait battre les enfants à l'école. Il y a des gens de mon âge qui ont connu ça. Hein? T'as compris le théorème de Pythagore? Il y a ici. Mettez-le comme ça. On recevait un problème sur le bout des doigts, ça faisait très mal, et on comprenait le donc, c'est bonne méthode pédagogique les gars aujourd'hui, mais ça veut dire que 82% des adolescents disent je suis humilié qu'on me batte en public. Je suis très humilié. À l'âge de 48 ans, ils ne sont plus que 30% à dire oh, je n'ai plus d'autres dans la vie. Conclusion de ce petit travail, ça veut dire que la mémoire est constamment relative et qu'on est toujours sincère, même si ce ne sont pas les mêmes souvenirs. Photo suivante, voilà. C'est dommage qu'on ne voit pas mieux, mais c'est un peu. Il faut lui parler gentiment. J'essaie, mais moi j'ai pas de c'est la liaison qui n'est pas très bonne. Miracle. Alors voilà. Donc ça c'est un travail qu'on a fait à Michel Delage à l'université de Toulon. On prend deux populations. Une population avec qui on montre des photos d'horreur à gauche et une dizaine de photos paisibles, poétiques à droite. Dans une population, on a pour consigne de ne pas dire un mot. Monsieur, madame, regardez les photos sans dire un mot. Dans une autre population, on montre les mêmes photos avec pour consigne de commenter les photos, de parler sur les photos. Pas d'autre consigne. Un mois après, on leur demande de revenir, on leur remontre les mêmes photos. Et, monsieur, madame, est-ce que vous vous rappelez ces photos? Alors on dit aux gens qui n'ont pas parlé, est-ce que vous vous souvenez des photos? Est-ce qu'il y avait des photos d'horreur? À gauche, oh, à votre gauche, oh, il y avait une dame, elle avait le nez cassé, elle avait les yeux crevés, elle saignait de tous les côtés, c'était affreux. Est-ce qu'il y avait des photos jolies et poétiques? À la population où on n'a pas dit un mot, les gens disent oh, non, je ne me rappelle pas de jolies photos. Même question pour la population à qui avait pour consigne de parler, de commenter les photos. Est-ce que vous vous rappelez les photos d'horreur? Oh oui, je me rappelle, à gauche, il y avait une dame qui était coupée, mais ce n'était pas grand-chose, il suffisait de faire un point ou deux de suture, et puis c'était pas grand-chose. Est-ce qu'il y avait des photos poétiques? Oh oui, il y avait des photos magnifiques avec des champs de coquelicots rouges, c'était magnifique. C'est-à-dire que un mois, pour Denis Ofer, c'était 34 ans. Pour nous, c'était un mois. Un mois après, la mémoire est déjà remaniée selon la manière dont on en a parlé. Si on n'en a pas parlé, c'est le tapis roulant de la dépression, de la rumination. Si on en parle, on modifie la représentation de ce qui s'est passé parce qu'on ajoute une autre source verbale de la mémoire. On a la source des images de la mémoire modifiée par la mémoire des mots qu'on a dit sur les images. C'est-à-dire qu'on est, alors ça veut par l'histoire, la manière dont on parle d'un événement modifie la représentation de cet événement.
Alors, photo suivante. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu. Alors, dans les récits partagés, alors tout à l'heure je disais, il m'est arrivé quelque chose d'exceptionnel, soit un trauma, soit un événement merveilleux, soit quelque chose. Mais c'est à moi que c'est arrivé. Si j'en parle à quelqu'un avec qui je me sens en confiance, donc si je parle à quelqu'un avec qui je me sens en confiance, je vais être rassuré par la confiance que je lui attribue, et je vais choisir des mots. Il m'est arrivé un truc invraisemblable, je n'ose pas le dire à quelqu'un d'autre, mais à vous, puisque je me sens en confiance avec vous, je vais oser le dire. En revanche, à vous, il va me méfier de lui, il avait un képi, c'est l'inspecteur des impôts, je méfie de lui, donc je vais faire attention à ça. Je ne vais pas mentir, simplement, le récit de mon événement ne sera pas du tout le même si je suis en confiance ou si je suis en méfiance. Je ne vais pas mentir, alors ça sera un récit totalement évidemment. Et là, j'entre déjà dans le dernier chapitre de mon exposé. Ah ben oui, Georges Perec. Georges Perec, il a 36 ans, c'est un juif polonais. Ses parents, son père s'engage dans ce qu'on appelait la Légion étrangère, mais en fait c'était un régiment des volontaires étrangers. Sa famille disparaît. Sa mère l'emmène à la gare de Lyon, elle disparaît. Sa tante, ses cousines disparaissent. Il n'y a pas de trauma, simplement comment on. Il n'y a pas de trauma, on l'envoie en pension à Villard-de-Lans. Il ne sait pas pourquoi, il a 6 ans, il ne sait pas pourquoi il est en pension. Il n'y a plus de personne autour de lui, il n'y a plus de parents, il n'y a plus de famille autour de lui. Et quand il veut, après la guerre, quand il veut, pendant la guerre, on demande d'en parler. Et après la guerre, quand il veut en parler, les gens ne le croient pas. Le récit collectif provoque le déni de la culture française de l'après-guerre, provoque le silence de Perec. C'est-à-dire, j'ai pris cette photo pour illustrer, pour métaphoriser, une partie de lui parle. Il est devenu archiviste au CNRS, et mon ami Ferrari l'avait comme archiviste. Il paraît que c'était un homme très agréable, plein d'humour, il faisait bien son métier, mais il avait, à votre droite, une crypte dans son âme, mais ça marche plus. Il avait une crypte dans son âme, ce qu'il ne pouvait pas dire, parce que le déni culturel l'empêchait de le dire. Donc il était psychologiquement dit, il était privé. Privé, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de sa personnalité qui parlait, qui travaillait, qui riait, et tous les soirs, il avait sa bouffée d'angoisse. Parce qu'il y avait toute une partie de lui, une crypte impossible à dire, que lui aurait bien voulu dire, mais qui ne pouvait pas la dire parce que la culture le faisait taire. Parce que c'était impossible à entendre, et ça ne faisait pas de récit dans la culture pendant 40 ans. Dans la culture française, ça n'a pas fait de récit. Alors que dans la culture américaine, très rapidement, les Américains ont donné la parole. On a fait pareil avec les Rwandais, on a fait pareil avec les Arméniens, on fait pareil dès qu'il y a un traumatisme, ça nous gêne d'entendre un trauma, donc on fait taire le traumatisme. Et quand on les fait, pour passer une soirée tranquille, on les fait taire. Mais donc on passe une soirée tranquille, mais eux, ils sont complètement. C'est-à-dire qu'on voit que, et ça transmet quelque chose. Parce que quand les enfants de Perec, ou les enfants de parents qui ont réagi comme ça, c'est la règle, ils ont un père, une mère, auquel ils s'attachent, et soudain, qu'est-ce que c'est que ce mystère? Pourquoi est-ce que maman se tait soudain, alors qu'elle parle spontanément, alors qu'elle rigole, et tout d'un coup je lui dis, mais maman, parle-moi de ton pays d'origine. On verra plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus tard, c'est toujours plus tard. Pourquoi elle ne parle pas maintenant? Qu'est-ce que c'est? Donc il y a une étrangeté qui est organisée par la structure du récit de Georges Perec, et cette structure de récit est provoquée par la discordance entre le récit qui se fait de ce qui lui est arrivé, la disparition, et le récit que la culture empêche. Mais c'est fini tout ça, arrête un peu, oh vous exagérez, etc. Tout ce qui a été dit dans les années d'après-guerre, mais c'était la même chose pour la guerre république. C'était la même chose. C'est-à-dire, oh, arrête, j'ai l'impression qu'il avait fait la guerre de la République dans des conditions très difficiles,
Et il rentre chez lui, il est vigneron à Bordeaux, très beau, fort de Paris. Et il rentre, et son père et ses frères lui tendent le sécateur et lui disent: nous, on travaillait pendant que toi, tu étais en Algérie en train de défendre les intérêts des colons. 40 ans de silence. Comment faire pour parler dans sa propre famille, pour raconter dans sa propre famille ce qu'il avait subi? Même comme Pérec, silence. C'est la culture qui provoque ce clivage du récit, qui provoque ce clivage du psychisme. Ce qui fait que les enfants, on a évalué l'attachement de ces enfants, et on sait que maintenant, 80% des enfants qui ont un parent comme ça ont appris un attachement ambivalent. J'ai une maman, papa, qui tout le coup m'angoisse. Attachement ambivalent. Et cette transmission à travers les générations est provoquée par la discordance entre le récit intime et le récit culturel. Alors là, j'ai pris cette photo pour illustrer qu'on peut agir sur le récit culturel, et c'est la fonction des romanciers, c'est peut-être aussi la fonction des historiens, c'est la fonction de tous les fabricants de mots, et c'est la fonction des gens de théâtre, des cinéastes actuellement au Proche-Orient. On comprend beaucoup mieux la tragédie du Proche-Orient, non pas avec les politiciens qui racontent n'importe quoi. Je travaille souvent, j'ai assisté à des événements, j'ai assisté ensuite à la manière dont ces événements étaient rapportés, qui veut dire quoi, schizophrène, n'importe qui, c'est-à-dire c'est totalement discordant. Mais un cinéaste, un romancier, lui, il prend un petit fragment de vérité et il dit: eh bien voilà comment ça s'est passé dans le quartier, dans la rue, avec mon père, je pense à un film iranien, ou je pense à Persépolis, la condition des femmes en Iran, qui est en train de changer d'ailleurs actuellement, mais au moment où Satrapi, au moment où elle a fait ce dessin animé, qui moi je suis sorti bouleversé, parce qu'avec ce dessin animé moyen, elle m'a fait comprendre, éprouver physiquement la condition des femmes en Iran à l'époque des mots là qui existent encore. Mais si on en parlera, si vous voulez, tout à l'heure, les jeunes femmes actuellement ont une résistance tout à fait étonnante actuellement au mot là. Donc ça veut dire qu'en agissant sur le récit culturel, Victor Hugo, avant Victor Hugo, les orphelins étaient des enfants de moins, donc ce n'était pas la peine de s'en occuper puisqu'ils n'avaient pas de famille. C'était des enfants de moindre valeur. Et puisqu'on ne s'en occupait pas, eh bien, en effet, ils avaient moins de valeur. Ils n'allaient pas à l'école, ils ne comprenaient rien. C'est ce que les anthropologues appellent une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que, pensant que ces enfants sont foutus, on ne fait rien pour eux, ce qui ne marche pas. Alors, il faut que voilà. Ça, c'est comment on peut métamorphoser la souffrance en œuvre d'art. Georges Perec ne peut pas dire ce qui lui est arrivé, ou même comme un enfant de 8 ans, il faudrait poser une question: pourquoi est-ce que les autres ont une maman et pas moi? Pourquoi il ne peut pas? Il fait taire, la culture le fait taire. Alors il écrit un roman que vous avez peut-être lu, qui a eu prix Renaudot, et qui s'appelle La disparition. Et on met des pages à comprendre que ce qui a disparu, c'est la voyelle E, comme qui désigne eux, mes parents disparaissent. Et quand on parle avec lui, il dit: mais comme mes parents sont pas morts, ils sont disparus. Donc à l'âge de 8 ans, il décide de devenir écrivain pour offrir une sépulture à ses parents. C'est-à-dire qu'on leur offre une sépulture. Et à l'âge de 8 ans, il disait: mes parents ont disparu, ils sont peut-être pas morts. Ils sont jamais au retour. Ils sont disparus. Mais maintenant j'ai compris qu'ils sont morts. Donc je vais leur faire une sépulture, je vais écrire l'autobiographie de mes parents. Il a 8 ans quand il parle comme ça, donc, et il écrit La disparition. Photo suivante. Alors on peut le faire avec un tableau. Avant ce naufrage, le capitaine et l'équipage se sauvaient une première. Après ce naufrage, il y a un tel scandale que tout le monde allait voir ce tableau et était indigné parce que ce tableau, la Méduse, le radeau de la Méduse, représentait qu'un capitaine et son équipage doivent se sauver après les passages. Photo suivante.
voilà, je vais terminer là-dessus, c'est-à-dire que maintenant, la parole écrite n'est pas la parole parlée. La parole parlée exige un contact et c'est pas la même zone cérébrale qui fonctionne. Alors que dans la parole écrite, je suis maître de mon moment, je me donne l'impression d'être maître de mon moment, je vais chercher les mots que je vais adresser au lecteur parfait, à l'ami invisible, qui va comprendre bien sûr ce que j'ai écrit. Donc c'est pas du tout la même relation. Alors que si je parle, et si vous clignez les yeux, vous hochez la tête, il sourit, donc je comprends maintenant pourquoi je continue à parler. Et quand j'écris, c'est pas du tout comme ça. Alors bien sûr, on a des calculs, j'en ai volé un quand j'étais au collège. Je ne savais pas que c'était puni, c'est très sévèrement puni la fin. Maintenant, je ne sais pas comment c'est. Il était par terre, donc je l'ai ramassé, je suis content, je l'ai mis dans ma poche. Je suis rentré avec, et s'il a le dos, le prix est calculé dans sa poche, tu le vas payer très cher. Ça reste entre nous, ça. L'imprimerie, bien sûr, modifie la parole écrite. Et lorsque l'imprimerie est inventée, vous savez quels sont les deux premiers best-sellers, la Bible et le marteau des sorcières, Maleficarum, comment torturer un hérétique ou un mécréant pour le rendre bon chrétien. J'ai vu en Colombie des instruments de torture de l'Inquisition, je vous assure que je me serais converti. C'est-à-dire que c'est le génie de la torture, c'est assez incroyable. Or, avec Internet, on débarque maintenant dans un nouveau monde. Christophe Colomb a découvert un nouveau monde, l'imprimerie a fait découvrir un nouveau monde, a créé un monde de papier, et Internet est en train de créer un nouveau monde, c'est-à-dire que maintenant, le cerveau de nos enfants est modifié par les écrans. On sait que au-dessus de 3 heures d'écran par jour, ils ont un risque de dépression multiplié par 3. On sait évaluer que lorsque les enfants, nos enfants, passent longtemps devant les écrans, ils améliorent incroyablement leurs informations, ils diminuent incroyablement leurs relations, et notamment l'empathie, c'est-à-dire l'aptitude à comprendre ce que l'autre comprend. Donc ils abîment leurs relations. Je crois que c'est la dernière slide. Voilà, je termine. C'était pour dire que quand il n'y a qu'un seul discours, c'est le langage totalitaire, je résume ce que dit Victor Klemperer, et il faut le danger, c'est un discours, une vérité, qu'elle soit scientifique, sacrée, idéologique, ou scientifique, c'est pareil. Dès l'instant où il y a doute, il y a débat, le langage totalitaire est évité. Je crois que je l'ai dit. Je pense que dans mon exposé, vous avez des idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci. Bon, donc moi, la proposition, c'est, à partir des travaux que j'ai fait ces dernières années, sur cette question de musée, de voir comment les musées contribuent à la mémoire aussi, mais d'un point de vue plus collectif. C'est-à-dire, finalement, comment ils produisent une mémoire presque institutionnelle. Comment le musée, en tant qu'institution, produit une mémoire. Bon, puis on va essayer de voir les débats que cela suscite. Alors, cette idée que... et une mémoire patrimoniale. Le patrimoine, c'est quelque chose que une société, à un moment donné, ou une famille, ou des individus, une société ou une famille, décide de transmettre aux générations futures. Et donc, à la fois, il y a un choix qui est fait. Qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on décide de patrimonialiser et de transmettre aux générations futures. Et finalement, l'interprétation que je pourrais faire, c'est que le musée est devenu, à l'heure actuelle, justement, une grande matrice à la fois de production du patrimoine, d'interprétation et de discussion de ce patrimoine et de transmission de ce patrimoine aux générations futures. Dans la perspective d'une transmission, en espérant qu'il y aura encore des générations futures, tout pauvres, mais bon, pas vraiment sûr de cela. Et alors comment, et l'idée était comment finalement cette institution qui, il y a 20 ou 30 ans, paraissait complètement condamnée, le musée, était une institution poussiéreuse, désuète, et comment petit à petit, dans les 20 dernières années, c'est devenu au contraire la plus grande institution. Pourquoi et comment? La plus grande institution culturelle du moment.
On voit partout, dans toutes les villes, se créer et se développent des musées. Ce que je vais développer un peu dans rapidement, très rapidement, dans ce point de vue-là, dire que, bon, moi, donc d'un point de vue plutôt anthropologique, c'est-à-dire que ce qui me semble important, c'est comprendre le monde actuel à partir de ce que nous apprend l'histoire des hommes. L'anthropologie, c'est ça. Les origines de l'humanité, l'histoire des hommes. En quoi ça nous permet de comprendre ce qui est en train de nous arriver dans la société. Alors bon, les origines très vite fait, ce qui fait la difficulté des musées à l'heure actuelle, c'est que les musées ont été conçus d'abord comme un dispositif de production de la science, de production de la connaissance. Parce que on a commencé à accumuler dans les cabinets de curiosité ou dans les musées d'histoire naturelle, commencé à accumuler des objets mystérieux, ou des curiosités, ce qu'on appelle des curiosités, mais c'est des objets dont souvent on n'avait pas élucidé les origines, et comment est-ce qu'ils s'étaient formés, et qui incarnaient finalement des questions qui étaient posées à des gens qui se réunissaient dans ces fameux cabinets de curiosité pour discuter de ces objets-là. Parce que pour produire de la connaissance et pour produire de la science, à l'origine, il faut un lieu où on accumule les connaissances. Alors on a vu tout à l'heure en terminant l'imprimerie, est une première façon de produire de la connaissance écrite. Les bibliothèques sont les premiers lieux d'accumulation des connaissances. Et quand on voulait, mais quand les choses ne sont pas aplaties dans les livres, à l'origine de la connaissance, finalement, on va accumuler à la fois des objets merveilleux, mystérieux. En même temps, les premiers musées de beaux-arts sont créés aussi pour ça. Et moi, j'utilise aussi le fameux tableau du radeau de la Méduse dans une autre perspective, mais qui est, pas dans mes cours, mais qui est celle de montrer qu'à l'époque, quand on fait le tableau de la Méduse, c'est le premier, finalement, à la fois c'est la première image de fait divers, et le tableau est exposé à Londres, et immédiatement il rencontre un succès énorme, et il revient, et on fait même payer l'entrée pour aller voir le tableau. Parce qu'on vit dans un monde sans images. On ne sait pas ce que c'était qu'un monde, on n'imagine pas ce que pouvait être un monde sans images. Il y a un monde où, si vous voulez savoir ce que c'est que l'histoire de l'art, si vous voulez savoir ce que c'est que la peinture de la Renaissance ou la peinture hollandaise, vous prenez votre bâton et puis vous allez voyager dans toute l'Europe, essayez de voir des lieux où sont ces tableaux-là. Donc si on veut produire l'histoire de l'art, il faut pouvoir rassembler ces tableaux, il faut confronter ces tableaux. On va commencer après à classer les tableaux, les peintres. Est-ce qu'on décide de travailler par genre? Est-ce qu'on décide de travailler par école, par pays, par nation, etc. Et donc on a comme ça. Voilà. Donc le premier rôle des musées a été d'accumuler des objets pour produire de la connaissance. Dans l'art, si on veut créer de l'esthétique, il faut un lieu où soient accumulés les tableaux, que les experts puissent commencer à confronter les tableaux, et non pas l'avoir vu une fois à Naples et puis faire 100 km 2 mois après en trouver un à Rome. Donc pour les comparer, les voir tous les uns à côté des autres. Deuxième objet, c'est les musées d'histoire naturelle, c'est leur grande fonction. Si on veut commencer à produire une histoire de la nature, savoir comment la nature s'est dispersée sur la planète, comment la vie s'est dispersée sur la planète, et comment elle s'est adaptée à chaque milieu, chaque région, il faut qu'il y ait un lieu où on rassemble tous ces objets-là, dans les 3 domaines que sont la vie animale, la vie des plantes et puis des pierres, tout ce qui est minéraux, les 3 domaines, et créer un lieu où on rassemble tous ces objets-là. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à les nommer, les classer, les organiser et produire de la connaissance à partir de cette accumulation. Donc le grand rôle des musées, notamment du musée d'histoire naturelle, c'était d'être ce que j'appelle les panoptiques de la connaissance, c'est-à-dire des lieux où sont rassemblés des objets de connaissance pour les donner à étudier aux scientifiques. Et à partir de là, on pouvait produire de la connaissance. Voilà. Et le grand problème qui va se poser au musée, donc ce sont des institutions qui font autorité. On ne produit pas de la connaissance comme ça. C'est pour ça que les musées, si vous voyez ces musées du 19e siècle, c'est des temples. L'architecture, c'est des temples, c'est souvent ou des cathédrales, modèles, c'est temples, cathédrales, éventuellement villas florentines. C'est des lieux qui vont faire autorité. Parce qu'il faut à un moment donné que les savoirs produits dans cette institution permettent de circuler et s'imposent à tout le monde comme une autre façon de produire à nouveau des savoirs à partir de ces lieux, de ces institutions-là. Le fait est qu'à partir de
de la fin du 19e siècle, mais surtout vers la fin du 20e siècle, le musée, cette fonction-là n'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que l'on a produit des images en quantité, on n'a plus besoin d'aller dans le musée pour voir les images, les historiens d'histoire de l'art n'ont plus besoin des images. L'histoire naturelle a évolué, on se rend compte que ce qui est important, ce n'est pas la classification, c'est-à-dire la taxinomie, la science de la classification entre le vivant, mais plutôt les interrelations, c'est l'écologie, etc. Et les muséums d'histoire naturelle, qui étaient très forts dans le domaine de la classification, n'ont pas vouloir changer et se mettre dans un autre dispositif scientifique, et donc la recherche fait ailleurs, dans les universités, dans les laboratoires, et plus au musée, ou de moins en moins au musée. Et puis, ils sont submergés par les collections. On a accumulé des collections, mais on ne sait plus quoi en faire trop. Et donc ces musées-là tombent quasiment en ruine et en désuétude. Donc là, j'avais eu cette image-là, où on voit qu'il pleut dans le musée, mais c'était ce qui est arrivé au Muséum d'histoire naturelle de Paris, le grand muséum qui était le fleuron de l'histoire naturelle nationale. Plus personne ne veut mettre un centime pour l'entretenir. Il pleut dedans, on a fermé le musée, parce qu'il y avait même des risques d'explosion avec la rencontre de l'eau et des systèmes électriques. Donc on a quasiment fermé la grande galerie. Et puis après on la réouvre en faisant un toit en zinc dessus, et personne ne veut plus miser un centime dans les musées. Et pourtant, l'image que j'avais après, oui, donc, et pourtant, donc effectivement, Benjamin aussi montre que la reproductibilité des œuvres d'art permises par les nouvelles technologies d'impression, etc., fait qu'on n'a plus besoin d'aller voir les œuvres d'art. Et donc, finalement, il dit, cet ancien dispositif, même l'unicité des œuvres d'art va disparaître. Or, l'idée que depuis donc ces 20 dernières années, l'institution muséale s'est complètement réinventée. Alors, peut-être ce petit schéma simplement pour rappeler ça, c'est qu'au début, le musée, c'était un lieu où on accumulait des collections dans la perspective de faire de la recherche, et on y a introduit une autre fonction qui est celle de la communication ou de la médiation. Le musée va devenir un lieu de médiation et de communication à partir de ses collections, de la recherche qu'on mène sur ces collections, et finalement, ça va être un lieu de mémoire, où on va raconter comment se sont constituées les collections d'art. On va donner à voir les plus belles œuvres, mais en même temps raconter l'histoire de ces plus belles œuvres, et les rassembler, produire de la connaissance à partir de ces œuvres-là. Donc ça va devenir un lieu patrimonial, où l'on va sélectionner les œuvres. Voilà. Et donc on voit, alors que le musée paraissait complètement condamné, on voit la multiplication des musées comme jamais. Les musées se multiplient, les grands, les petits. Là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, la grande galerie du muséum qui est en ruine a été complètement rénovée. C'était un des grands travaux du président. Et le président Mitterrand avait rénové tous les grands musées parisiens. On crée donc d'énormes structures. On a vu le MUSEM, le musée d'Aix-Marseille, qui devient un lieu maintenant phare de la ville d'Aix-Marseille et qui devient un élément de référence et symbolique de cette ville de Marseille, mais aussi de tout petits musées. Là, j'ai pris des petits exemples de musées perdus au fin fond du Canada, où c'est des tribus d'Inuits qui mettent en scène à la fois leur culture passée et puis leur production artistique du moment, qui font connaître leur réalisation artistique du moment. Et puis les écomusées aussi, des petits musées paysans comme ça, qui sont développés, on en voit partout maintenant, il y a des milliers, ne serait-ce qu'en France, où les gens voudraient faire entrer au patrimoine, par le biais de ces musées-là, leur culture, les cultures populaires. Non seulement la culture artistique, non seulement la science la plus officielle, mais aussi les arts et traditions populaires. Et donc, alors, la question que je me suis... Donc, enfin, pour résumer un peu cette idée-là, c'est que finalement, voilà, on a du mal à savoir, avoir des chiffres sur la multiplication des musées, mais effectivement, ils ont été multipliés par 10, par 20, par 30. Il n'y a pas une grande ville maintenant qui ne doit pas avoir son grand musée d'art contemporain, son musée de sciences, et puis ses musées d'art et d'histoire dispersés dans la ville, comme cela est tout à fait le cas à Nice. Et donc, voilà, là j'ai aussi l'exemple, le fameux musée de Rodez de Soulages, qui était
la région, la ville, une ville perdue au bout du Massif central, et tout d'un coup on crée un musée, et quelques mois après, contre toute attente, parce qu'on pensait que ce musée-là, contre toute attente, le président vient l'inaugurer, mais les foules se pressent à l'entrée de ce musée, et c'est assez révélateur de cet engouement que suscite maintenant l'institution muséale. Alors la question c'est pourquoi ? Finalement, pourquoi expliquer ce succès de l'institution ? L'idée c'est que, ce qui me semble, c'est qu'on est dans une période de l'hypermodernité, d'accélération des temps du monde, où, on en parlait à midi, on est quasiment en train de vivre la science-fiction aujourd'hui, ce qui pouvait être de la science-fiction, on est en train de le vivre aujourd'hui. Et donc, on a aussi une période d'atomisation de nos existences, c'est-à-dire que chacun vit dans plusieurs univers. On était autrefois, je dirais, forgé par une culture commune que nous avions, et on voit bien qu'il y a à la fois le brassage des civilisations, le brassage des populations, mais aussi le brassage des âges de la vie. Et entre un enfant, un adolescent, quelqu'un de l'âge mûr et quelqu'un de plus âgé, on a des cultures tout à fait différentes. Et qu'on peut aussi en plus aller emprunter à toutes les cultures du monde des façons de s'identifier, des petites choses qu'on va apprendre, de la philosophie, etc. Donc il y a une atomisation du monde et de cette culture que nous avions commune, tend plutôt à se fragmenter de plus en plus. Et peut-être que face à cela, le musée, justement, est le lieu qui va rassembler et produire de la culture officielle. En tout cas, de la culture légitime. De la même façon, la connaissance. Au siècle dernier, il y avait encore quelques centaines de scientifiques qui produisaient de la connaissance. Maintenant, c'est des centaines de milliers sur la planète qui produisent tous les jours de la connaissance. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette connaissance? Comment est-ce qu'on la réinterprète? Plus personne ne peut penser et maîtriser tous les savoirs du monde, comme cela pouvait encore se faire au XIXe siècle, au début du XIXe siècle en tout cas. Donc voilà, la question qui se pose, c'est quel débat on peut avoir et qu'est-ce que de toute cette connaissance, quelle trace on va garder, et des processus de production de cette connaissance. Et puis la création artistique aussi, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'artistes qui produisent de l'art, de plus en plus de jeunes, mais même des gens qui à la retraite par exemple se mettent à aussi commencer à écrire, ou commencer à faire de la peinture, ou à vouloir jouer du théâtre, etc. Et donc on a multiplication comme ça du nombre d'artistes, et de sorte que finalement on a du mal à s'y retrouver. Peut-être que le rôle des musées, en tout cas l'hypothèse que je ferais, c'est que le rôle des musées justement est peut-être de sélectionner dans ce foisonnement de la production artistique, dans ce foisonnement de la connaissance, dans ce foisonnement des cultures, les éléments qu'une société trouve importantes, trouve essentiels, et pour les transmettre aux générations futures. Parce que ce qui caractérise le musée et ce qui fait sa sacralité, c'est que dans un monde où toutes les choses disparaissent tous les jours, où l'obsolescence fait qu'on est toujours dans un monde où on jette, on casse, on jette, on remplace, les collections des musées seront conservées pour les siècles. A priori, pour les siècles, je vais vous montrer cette image-là, voilà, qui étaient les réserves du FRAC de Marseille. Les objets qui rentrent dans les collections du FRAC de Marseille seront transmis aux générations futures. On va les conserver. Il y a une énorme réserve, c'est un immeuble entier qui est maintenant sous le port de Marseille, enterré, qui est gardé. Ça coûte une fortune d'avoir creusé cette réserve et de conserver les œuvres d'art. Alors là, on a des installations, donc des choses très prosaïques. Il y a des parpaings, c'était une installation, il y a une brouette, c'était une installation artistique qui a été gardée comme le témoignage de la culture du début du XXIe siècle. Et quand les générations futures reviendront et se poseront la question de qu'est-ce qui faisait la culture du début du XXIe siècle, eh bien, on ira dans les réserves, on ressortira ces objets et ils seront là. Et on pourra les réinterpréter, on sera d'accord, pas d'accord, on pourra en juger, mais on aura ces témoignages-là. Ce qui fait la sacralité quand même des objets qui rentrent dans les musées, dans les collections des musées, c'est qu'a priori on les transmettra. Elles sont incessibles. Et donc, on fera tout pour les conserver et tout pour les transmettre aux générations futures.
Du coup, quand même, la grande question, qui se pose finalement, c'est comment est-ce qu'on constitue ces collections? Qui décide finalement de ce qui va rentrer dans les musées et ce qui sera transmis aux générations futures? Donc, l'art contemporain, donc c'est une des grandes questions, c'est-à-dire plutôt, je vais dire que, c'est pas celle-là, je ne les vois pas sur mon écran. La question qui me dit, c'est que, justement, enfin, à partir de là, je dirais que, de la même façon que la science est construite par des institutions, finalement, le rôle de ces institutions aussi est de produire du patrimoine, de produire ces éléments qui vont structurer notre culture collective du moment, qui seront transmis aux générations futures comme les éléments caractéristiques de la culture de notre époque. On transmettra, que nos enfants interpréteront comme ils veulent, et on va transmettre ces éléments-là. Et donc le grand problème, c'est qu'est-ce qu'on décide de conserver? Et qui décide? Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art rentre dans le musée à l'heure actuelle? On voit bien que tous les musées d'ailleurs, même les musées les plus classiques, veulent contribuer au débat sur l'art contemporain, et donc veulent eux aussi faire entrer dans les collections des œuvres d'art contemporaines. Et donc, pourquoi est-ce qu'on décide de telle œuvre plutôt que de telle œuvre? Bon, l'art contemporain, oui, mais dans la myriade des artistes contemporains, pourquoi est-ce qu'on choisit un tel plutôt qu'un autre? Comment ça marche? Donc, je trouve que c'est une grande question. On a du mal à l'élucider, alors on vous dira, bon, on prend les meilleurs. C'est un peu simple de dire on prend les meilleurs et tous les autres ne sont pas bons. Est-ce que j'avais l'exemple du musée, un des grands musées, un des grands musées d'art contemporain était le musée Guggenheim, qui annonce un peu finalement ces grands musées qu'une région met en place. Alors Guggenheim, donc c'est une région qui est en crise, et elle dit pour relancer la région, on va créer un énorme musée d'art contemporain. Bon, et pour construire ce musée d'art contemporain, est-ce qu'en Espagne, il n'y a pas des grands artistes? Est-ce qu'en Espagne, il n'y a pas des grands ministres de la culture, des grandes personnalités de la culture qui seraient capables de diriger ce musée? Non, on dit si on veut que ce musée ait une légitimité internationale, on va le confier à la Fondation Guggenheim à New York, c'est-à-dire le lieu le plus puissant du moment. Et l'institution culturelle la plus puissante du moment, c'est elle qui va être chargée d'organiser ce musée, de choisir les artistes, de les mettre dedans, etc. Donc on voit bien quand même l'idée qui me semble importante, c'est que dans les musées d'art contemporain, finalement, à l'heure actuelle, c'est les grandes institutions du moment qui imposent finalement leur conception de l'art contemporain. Mais ce n'est quand même pas si simple, parce qu'il n'y a pas que les musées d'art contemporain, il y a bien d'autres formes d'expression, de musées, etc., qui aussi veulent contribuer à la mémoire. Et alors, je voulais juste, pour terminer, attirer cette attention-là sur les écomusées. Il y a des petits musées comme ça, qui se sont créés. Donc il y a la Fédération des écomusées, d'ailleurs le musée de Marseille est le siège maintenant de la Fédération des écomusées, des petits musées qui ont dit ben, nous on veut aussi s'intéresser aux cultures populaires, ici aux cultures industrielles. Et donc là, le grand projet de l'écomusée, c'est on va faire entrer dans le patrimoine justement des éléments qui, justement, jusque-là, en étaient exclus. Et donc, les traces des cultures traditionnelles, ça peut être les cultures rurales. Jusqu'à présent, d'ailleurs, c'était plutôt les cultures rurales, les premiers écomusées, mais au Creusot-Montceau-les-Mines, c'est la première fois qu'on s'intéresse aux cultures industrielles. Donc là, c'était un fleuron industriel qui a disparu complètement, qui va complètement disparaître, parce qu'il ne reste plus rien du grand empire du baron Ben Schneider, juste son château. Une vieille verrerie qu'il avait transformée en château, dans lequel on a mis l'écomusée. C'était quand même pas si simple, mais l'idée était d'engager une réflexion sur le patrimoine. Et donc, qu'est-ce qu'on va transmettre? Et le musée étant un peu, l'écomusée étant le lieu, justement, où on va réfléchir à ce que l'on doit transmettre et le transmettre aux générations futures.
Et juste pour terminer, en disant que c'est jamais si simple. Et là, il va y avoir un grand débat qui va déchirer justement l'écomusée du Creusot-Montceau-Limier, assez symbolique, mais qui montre que justement c'est toujours un grand débat. Donc l'écomusée du Creusot, quand il se crée dans les années 90, c'est devenu le lieu où tous les étudiants en anthropologie veulent aller parce que c'est vraiment le lieu où il se passe des choses intéressantes. Et donc le musée, c'est la population du Creusot qui a construit ce musée, et les gens qui le dirigent, c'est des Parisiens, des anthropologues parisiens, etc., voilà, et qui ont leur propre conception des choses. Et donc là, il y a un grand débat qui va déchirer l'écomusée avec la communauté, c'est qu'il y avait des corons, des vieux corons qui étaient en ruine, qui étaient donc le témoignage de la culture traditionnelle, et la mairie qui avait accueilli l'écomusée, c'était une mairie communiste qui soutenait le projet d'écomusée, elle dit on rase les corons et on fait des beaux immeubles modernes pour mieux loger les gens. Et donc les jeunes anthropologues parisiens, eux, vont obtenir le classement des corons et donc l'arrêt du projet de la mairie. Donc ça va être la guerre totale en disant, alors dans tout ce débat, mais qu'est-ce que vous nous empêchez, nous, de nous moderniser, au nom, vous, Parisiens, de traces qui ne nous concernent pas vraiment directement. Et donc il va y avoir une crise de l'écomusée à partir de là, l'écomusée va exploser, il se concerne néanmoins. Mais on voit bien que la question, simplement pour voir donc les bâtiments ont été classés, ils ont été rénovés, on finalement on trouve plus grand chose comme trace de ce que pouvait être un coron. Voilà, il y a eu ce grand débat. On voit que des fois il peut y avoir des clashs autour de la question du patrimoine. Qu'est-ce qu'on garde? Pourquoi on le garde? Un témoignage de quoi? D'ailleurs les ouvriers disaient, les gens les autochtones disaient mais nous on ne veut pas garder ces maisons, pour nous ça nous rappelle la misère, ça nous rappelle la précarité de nos conditions de vie, on veut faire on va tirer un trait sur ce monde-là et passer à autre chose. Donc on voit que ce qui me semble important dans les musées, en tout cas moi ce qui m'intéresse, c'est justement tout ce débat qui progressivement s'empare des musées. Le musée est aussi un lieu, c'est pas si simple, mais est un lieu de débat sur qu'est-ce qu'on fait rentrer dans les collections du musée, à quoi le musée s'intéresse, et ensuite comment on interprète ces collections. Le fait est en tout cas que les collections qui rentrent dans les musées seront conservées, seront léguées aux générations futures, et nos enfants, les enfants de nos enfants, dans 50 ans, 100 ans, viendront avec de nouvelles problématiques, des nouvelles questions, mais il y aura ces objets-là. Que notre génération, en fait, notre société a décidé de garder, de léguer. Et qu'on pourra toujours réinterpréter de façon différente, remettre en scène, réorganiser. Et je pense que c'est ce qui fait le succès, ce qui explique en tout cas le succès des musées à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas si Boris voulait venir à la question. Sinon, moi, j'aurais une petite question. D'abord, j'aimerais dire quelque chose dans le rapport à la transmission aux générations futures. L'époque, forcément, a des nouveaux enjeux qui peuvent introduire un regard un petit peu différent sur la question des musées et de la mémoire collective. Par exemple, est-ce que vous connaissez cette banque mondiale des graines cultivables qui est quelque part en Scandinavie, où sont supposées être conservées toutes les graines cultivables qui existent sur la planète? Ça, c'est quelque chose qui a été rangé au XIXe siècle, typiquement dans les musées, dans les herbiers, les grandes collections qui sont des sortes d'encyclopédies matérialisées, dans cette ambition panoptique que tu décrivais. Aujourd'hui, ça ne fait plus partie des musées, ça fait partie des laboratoires, comme on a des laboratoires qui contiennent toutes les souches de maladies aussi, par exemple. Bon, le musée, là, en l'occurrence, c'est un des seuls projets internationaux auxquels participe aussi la Corée du Nord, pour dire à quel point c'est quelque chose de sérieux et d'approuvé unanimement par tous les pays du monde pour les générations futures. Sauf que cet été, l'air climatisé est tombé en panne et donc il y a une inondation là-bas. Est-ce que tu penses que dans l'anticipation des catastrophes du réchauffement climatique, d'autres catastrophes qui peuvent nous tomber dessus, le musée a un nouveau rôle à jouer par rapport à ce genre de problème? Dans l'anticipation des désastres, de la conservation de ce qu'il faudrait transmettre? En tout cas, c'est
peut-être c'est une... En tout cas, on parle même élargir de mémoire traumatique, c'est-à-dire Ouais. comment, finalement, on réagit par rapport à des traumatismes et comment, à la fois, les traumatismes qui nous marquent, à la fois, on peut les réinterpréter aussi, les mettre à distance. Finalement, le musée, c'est quand même souvent un lieu où on met à distance les événements les plus graves, où on peut réfléchir de façon moins passionnelle, moins passionnée, et qui peut être aussi le réceptacle direct et indirect, parce que ça peut être un débat, mais ça peut être aussi tous les gens qui, à partir de ces lieux, réinterprètent. Je peux donner un exemple plus proprement muséal. Si on parle des villes-musées, on pense à Paris, souvent on pense typiquement à Venise. Venise, qui est aujourd'hui un lieu de destination mondiale du tourisme de masse, qui entraîne du fait sa propre disparition annoncée. Avec les paquebots qui arrivent et qui déversent leur flot de touristes, qui détruisent la ville petit à petit. Il faut espérer qu'elle prendra suffisamment tôt des Non, décisions. Pour l'instant, non, mais dans tous les cas, c'est vrai que les choses changent. Et que, de toute façon, mais même ici, si on prend le Vieux-Nice ici, on voit bien que, qui est devenu un lieu de mémoire aussi, le Vieux-Nice, ça n'a rien à voir relativement au Vieux-Nice que je connaissais quand j'étais enfant. Il y avait encore la rue des Tripiers, la place des Poissonniers, etc. Là, maintenant, c'est devenu tout à fait autre chose. Bon, on pourra toujours, dans les musées, il reste quand même de la matière brute. On pourra toujours retrouver, réinterpréter. C'est un peu parce que quand on réhabilite patrimonialement les choses, une ville, on va la réhabiliter comme ça en fonction du coup du moment. Quoi. Et on la casse quand même beaucoup. Alors que les collections du musée sont là. Elles sont là, elles resteront et on pourra les retrouver, les réinterpréter, un peu comme certaines banques de données. Et moi, j'aurais une question à poser à Boris, c'est finalement, est-ce que les musées ou cette constitution de patrimoine finalement collectif, quoi, le patrimoine collectif, pourrait contribuer à stabiliser quand même individuellement, parce que finalement la rencontre entre l'institution et l'individu, c'est comment les choses sont perçues. Moi, je dirais qu'il y a deux dangers. Le premier danger, c'est de ne pas avoir de musée, et le deuxième danger, c'est d'avoir un musée. Le premier danger, c'est de ne pas avoir de musée, donc comment on va faire pour donner sens à ce qu'on construit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut donner sens à ce qu'on perçoit que si on a une représentation du passé et un réel d'avenir. À ce moment-là, on peut donner sens à ce qui se passe. Donc les musées sont probablement nécessaires pour donner sens. Et on donne sens à un événement, comme dans la mémoire traumatique, on métamorphose la manière dont on éprouve cet événement. Par exemple, si on souffre sans sens, c'est une souffrance multipliée par 10. Et si on souffre avec un sens, comme par exemple quand on voit les femmes faire du jogging le matin, elles sont défigurées de souffrance, elles font tout du jogging, parce que ça a un sens. Et que la douleur de courir en souffrant, après je vais me sentir bien, après je vais être musclé, donc ça a un sens. Donc elles acceptent cette souffrance parce que ça a un sens. Alors, mais le deuxième danger, c'est que si on attache, si on fixe, le mot important c'est fixer, si on fixe la représentation au passé, à ce moment-là, on devient prisonnier du passé. Et on voit que les choses, on croit que les choses sont immuables, alors que dans la vie, tout change tout le temps, les musées changeront tout le temps, changeront d'objets à mettre dans les musées, changeront d'architecture, les visiteurs changeront de manière de voir les choses. Par exemple, actuellement, on fait des musées avec les zoos. Et que c'est dans les zoos qu'on arrive à préserver 2-3 espèces en voie de disparition. Donc c'est tout à fait important de savoir que 99% des espèces ont disparu depuis l'origine de la vie sur Terre, que nous on appartient aux 1, 2, 3% d'espèces survivantes, et ça nous permet de comprendre pourquoi ces espèces, ou comment ces espèces ont disparu. Donc c'est tout à fait important, mais c'est aussi important de dire qu'on ne va pas revenir au passé pour redevenir comme étaient ces espèces passées. Donc je pense que merci les musées, si ça nous permet de donner sens à ce qui nous arrive, mais pas merci les musées si les musées prétendent que c'était mieux avant et qu'il faut en rien. Ça rejoint un peu l'écueil de la sélection qui est dans ta présentation. C'est-à-dire finalement le musée devient un prescripteur légitime pour nous dire ceci est digne d'intérêt ou bien non, ça n'apparaît pas ici. Oui. C'est vrai que ça peut être un réenchantement du passé.
Et il y a beaucoup, notamment de musées d'art et tradition populaire qui sont un peu comme ça, quoi. Le musée du bon vieux temps jadis. C'est vrai. Mais bon, à la fois, on peut aussi avoir besoin de nostalgie, de pouvoir se rappeler du bon vieux temps jadis, en fait. Ce qui ne veut pas dire que c'est ce qui doit rester. Ce qui me semble dangereux, moi, c'est le musée dogmatique. C'est-à-dire quand on fige finalement la culture, quand il n'y a que quelques personnes qui s'approprient l'esthétique, qui s'approprient le droit de dire ce qui doit rentrer dans le musée, c'est cela, qui sont hermétiques à tous les débats du reste du monde, et où on dit voilà, la vraie culture, elle est là, et le reste n'existe pas. Donc c'est plutôt le musée en tant que dogme, moi, qui me semble dangereux, on a besoin de nostalgie, mais je crois que tu le dis aussi dans tes travaux, mais ce qui ne veut pas dire qu'on va se figer dans le passé. Par contre, on a besoin aussi de grande diversité, finalement de lieux de débat. C'est pour ça qu'il me semble important quand même que le musée, on distingue, maintenant on a quand même tendance à distinguer dans le musée ce qui est présent, des collections, qui souvent sont enterrées, parce que sont dans les réserves peuvent être même mises ailleurs, parce que le musée, qui est un beau lieu, on sont délocalisés, et les beaux espaces, on les garde pour la communication et pour le... La question, c'est qu'est-ce qu'on dit dedans, et qui a le droit de dire, et comment on renouvelle le point de vue, et comment on sort tels objets à tel moment plutôt que tels autres. Voilà. On voit qu'il y a un va-et-vient des fois dans les réserves, dans ce qui est mis en avant. Des fois, c'est à certains moments, il y a certains objets qui vont être délaissés, qui vont être réinvestis d'une certaine valeur parce que le regard a changé. Tout à fait, voilà. Et alors, pour la question de la médiation, qui est celle de... l'idée qui me semble importante, c'est de prendre de la hauteur, justement par rapport à l'institution. D'avoir aussi un regard sur l'institution en tant que telle, sur son histoire, et montrer qu'elle n'est pas, même si c'est là que se construit l'esthétique, on puisse prendre la hauteur, voir dans son contexte qui agit, qui décide, comment les gens décident, etc. Plutôt que de dire, attendez, la vérité, elle est là, les seules œuvres, elles sont là, et vous n'avez pas compris la beauté de cette œuvre d'art contemporain, les gens ont beaucoup de mal souvent à décoder, comment, mais vous êtes inculte, vous ne comprenez pas, etc. Non, on leur dit, voilà l'institution, c'est son rôle, voilà comment les gens sont... pourquoi est-ce que cette œuvre est rentrée là, dans le musée, mais on a un débat. Plutôt que de confronter, uniquement faisait la question des dispositifs contradictoires, les injonctions paradoxales. Ils auront dit aux gens, vous voyez ça, vous ne comprenez pas, vous n'aimez pas, mais on va vous expliquer pourquoi vous devriez aimer. Voilà, et donc, alors que si on écrit, non, vous pouvez ne pas aimer, c'est un moment de l'histoire de l'art contemporain, voilà pourquoi cette œuvre est venue là, etc. Voilà le rôle de l'institution. Saint-Jean-Bert, qui a fini sa vie à Guerre, pas très loin d'ici, il disait, quelques mois avant sa mort, il disait « J'arrive enfin à l'âge du sens ». C'est-à-dire, je commence enfin à comprendre pourquoi je l'ai vu, pourquoi j'ai fait ces choix. Et en écoutant, je pense aux musées médicaux qui sont absolument passionnants. Parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, dans un musée d'assistance publique à Paris, un clistère comme ça. Je dis que c'est pas la peine de mettre un clistère comme ça. Pourquoi? C'était pour les agitations maniaques. Alors effectivement, quand on mettait dans le trou de balle d'un maniaque un clistère comme ça, le gars avait une diarrhée pendant 3 heures. Après 3 heures de diarrhée, il ne pouvait plus s'agiter. Donc ça marchait. On avait la preuve que ça marchait. Donc ça permet de donner sens. Comment donner sens à l'agitation maniaque au XVIe et XVIIe siècle, alors que on avait la preuve que ça marchait puisque le gars était par cœur, on est capable de lutter. Donc ça permet de relativiser nos données et de donner sens à des données. Après, justement, l'interprétation peut être aussi sujet à débat. Ça fait penser à... Il y a un musée à Turin qui est le musée Lombroso, où était le premier qui avait travaillé sur la phrénologie, etc. Et il avait identifié, dit-il, le crâne des criminels. Et donc j'ai vu le crâne, et il y a, là où il y a ce petit trou est usé. Parce que chaque fois on le montrait, mettait le doigt dans le petit trou, et donc maintenant il a agrandi. Le conservateur montre que le petit trou est agrandi. Et il y avait un énorme débat parce que dans ce musée-là, c'est aussi il y avait une vidéo
qui montrait les premiers aliénistes, les premiers lieux d'aliénement, où un premier film où on voyait des fous qui marchaient. Et un jour, je visitais ce musée, et c'était la Ligue du Sud d'Italie qui était montée en procession dans ce musée, parce qu'il disait que, en fait, ce que l'on voyait tourner là, c'était les Napolitains qu'on avait emprisonnés à ce moment-là. Donc il y avait un débat sur même l'interprétation des vidéos dans le musée. Oui, c'était peut-être des Napolitains qui avaient été emprisonnés à l'hôpital psychiatrique pour des raisons politiques. Michel Foucault a bien dénoncé ça. Et que c'est arrivé. Et si vous mettez un homme sain dans un hôpital psychiatrique, l'adaptation se diplôme et on a la preuve qu'il est fou. C'est-à-dire que c'est les murs qui vont rendre fou parce qu'il y a un autre affaire que la tournée. Mais alors c'est assez important ce que nous explique, c'est qu'en fait ça veut dire qu'aucun concept ne peut naître en dehors de son contexte culturel. Et que c'est pour ça que la dernière slide, c'était montrer comment un contexte modifie le récit. Et donc les objets qui font le récit, c'est les objets qui racontent des histoires. Et l'idée aussi de la contexte culturel. Le choix, celui qui nous ont dit tout à l'heure, qui choisit quoi? Pour dire quoi? C'est ça, c'est qui choisit quoi, et après, pour en dire quoi, c'est le contexte qui est très important. Et finalement, je trouve qu'on progresse quand on est capable de prendre la hauteur et de comprendre un peu le contexte, d'interpréter, enfin de discuter du contexte. Non pas de seulement ce qui est donné à étudier. Ce qu'on peut dire, d'une certaine façon, jadis le musée était lui-même un contexte, aujourd'hui il est une façon de contextualiser. Oui, il produisait en fait une boîte noire, voilà, c'est le lieu de production de la connaissance, assez dogmatique. On a besoin de ça aussi, parce qu'on a besoin dans des moments donnés aussi, c'est tout le débat, parce que pour produire de la science, on a besoin à un moment donné d'uniformiser les connaissances. Et donc le grand débat, par exemple, dans les musées d'histoire naturelle entre Jussieu et Linné, bon, Linné essaie de rassembler tous les collectionneurs, etc. Mais chacun avait sa propre façon de voir les choses, chacun donnait son nom, les plantes suivant les régions, les musées variaient de noms, etc. Tout d'un coup, il y a la grande institution du pays le plus puissant du moment, c'est-à-dire le Muséum d'histoire naturelle après la Révolution française, sous Napoléon, qui, lui, prend le pouvoir, Jussieu, et dit maintenant c'est comme ça qu'on organise la taxinomie, c'est comme ça qu'on va classer, c'est là le nom scientifique latin, c'est le nom qui deviendra le nom universel. Et à partir de là, les gens peuvent aussi travailler ensemble. Il faut ces doubles moments, à mon avis, à la fois des moments de stabilisation et des moments de remise en question. Et dans la science, je crois que c'est un peu comme ça, on produit des boîtes noires, puis il faut aussi pouvoir les remettre en question de temps en temps. Le syndrome psychotraumatique dont on parle énormément actuellement, c'est une invention très récente. C'était totalement impensable avant. C'est-à-dire que pendant la guerre de 14, quand les soldats qui étaient terriblement traumatisés se mettaient à trembler ou à avoir des contractures, on leur envoyait des torpillages électriques parce qu'on pensait que c'était des lâches qui refusaient d'aller au combat. Et en leur envoyant des torpillages, des électricités dans la cuisse, et qu'ils souffraient tellement qu'ils préféraient retourner au combat. On n'avait la preuve que ça marchait. Passe peut-être aux questions du public, s'il y a des questions. Je voulais te poser deux questions. La première, c'est sur le temps. La deuxième, c'est sur l'espace. Sur le temps, je suis allé dans le musée Lascari. Ce musée, il y a 20 ou 30 ans, il était vide. Le palais était complètement vide. Et je l'ai revu maintenant, il est plein. Donc ça veut dire que quand même dans le musée, il y a eu une amélioration. Donc ça, c'est un aspect positif. Et il y a un aspect négatif. Et une chose dont je n'avais pas parlé dans les musées, c'est la façon de montrer les choses. Je m'explique. Je suis allé aux États-Unis. J'ai vu le musée le plus visité au monde, c'est le musée de l'air et de l'espace à Washington. Vous avez l'intérieur d'un B-29 avec tous les cadrans. Vous avez l'intérieur d'une capsule Mercury avec tout ce qui était à l'intérieur. Et on s'aperçoit qu'elle est très exiguë. Et ça intéresse les gens. Ce qui m'a plu, moi, quand j'étais aux États-Unis, quand je suis allé voir le Muséum d'histoire naturelle à New York, quand je suis allé voir le Metropolitan Museum, eh bien, c'est de voir le dynamisme et l'envie d'apprendre que cela donne. Et ça, c'est quelque chose qui est différent entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, on dit, vous n'êtes pas très intelligent, mais si vous travaillez beaucoup, vous pouvez apprendre. En France, il y a les bons et les mauvais. En France, on sélectionne. Aux États-Unis, on donne envie d'apprendre. Et c'est ça qui est merveilleux aux États-Unis, c'est que ces musées donnent envie d'apprendre. Ils vous disent, voilà ce qu'il y a, et vous pouvez apprendre par vous-même, et ça vous donnera envie d'apprendre par vous-même.
Il y a un dynamisme que je n'ai pas retrouvé. Je vous avoue que j'ai vu il y a 30 ans le Louvre, je l'ai trouvé poussiéreux. Il a certainement évolué. Il est vrai que le Muséum d'histoire naturelle est maintenant très beau, mais je trouve que j'aimerais retrouver plus de dynamisme dans les musées français. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que dans la culture, c'est mon interprétation, mais à la fois on a fait la Révolution, nous, les Français, et en fait on est resté très aristocratique. Et donc, ne serait-ce dans la culture, parce que dans aucun pays du monde, l'État n'a autant investi dans la culture. C'est-à-dire qu'il a pris la suite des rois mécènes, et donc on produit quand même une culture dans laquelle, jusqu'à ces dernières années, très élitiste, dont le rôle était plutôt de rassembler les élites entre elles, et de les distinguer du reste. C'est Bourdieu qui explique bien ça. Et, bon, les choses ont quand même changé. Et donc, mais on a un passé beaucoup plus lointain, alors que depuis tout le temps les pays anglo-saxons, notamment les pays nord-américains, parce que l'État se désintéressait plutôt de la culture, ils ont compris, depuis tout le temps, les Américains ont compris qu'il fallait absolument intéresser le peuple. Et donc, il fallait que les gens viennent. Même si le musée servait aussi à la science et à la connaissance, il fallait qu'il y ait une partie qui soit consacrée à la vulgarisation. Et donc, c'est eux qui ont inventé les dioramas, par exemple, les premiers qu'on voit à New York, les fameux dioramas. Voilà, donc il y a cette tradition. Peut-être que ce que je voulais montrer dans l'idée qu'au début, le musée était vraiment un lieu de science, et c'était vrai, c'est sa première fonction, et il a quand même du mal à se défaire de cette fonction-là. Et bon, pas mal de conservateurs disent non, notre rôle c'est de produire de la connaissance, et le peuple, le public, on s'en fout un peu. Les choses changent quand même beaucoup, et en France aussi. Quand on revisite les musées, on voit un effort énorme est fait maintenant, quand même, pour ça. Oui. Depuis une dizaine d'années, il s'est passé quand même des choses assez épouvantables dans le monde, en particulier en Syrie et en Afghanistan, par la démolition de choses du passé. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui risque de continuer, de perdurer dans l'avenir? Moi, je dirais que c'est la règle. Les chrétiens au XIIIe siècle, il y avait des chrétiens iconoclastes qui détruisaient les statues et qui détruisaient les images du Christ parce qu'ils considéraient que Dieu ne devait pas avoir de représentation graphique. Ce n'était pas une image, ça devait être une entité abstraite, comme je pense encore aujourd'hui, les musulmans et les juifs. Mais je pense que c'est la règle. La Révolution française ensuite, bien sûr, a détruit encore plus. Et je pense que, parce que ce qu'on veut détruire, c'est la représentation du passé des autres. Parce que nous, talibans, on est les seuls, c'est ce que disait tout à l'heure, nous, talibans, on est les seuls à avoir la vraie vérité, la seule vérité. Donc par conséquent, ceux qui n'ont pas notre vérité sont des mécréants, des malcroyants. C'est-à-dire que dès l'instant où on emploie le mot mécréant, on est sur le tapis roulant de l'assassinat des autres. C'est pas grave d'assassiner quelqu'un qui est un mécréant. Alors que nous, on est les seuls à avoir la vraie croyance. Alors je pense que ça c'est une règle, et c'est un peu, effectivement, c'est désespérant, ça consiste à assassiner la mémoire des autres. C'est Pierre Vidal-Naquet qui disait on peut très bien assassiner deux fois, une fois dans le réel et une deuxième fois dans la mémoire de ce qui s'est passé. Alors, oui, je pense que c'est... Alors, peut-être la destruction des œuvres d'art, alors je vais employer un mot un peu grandiloquent, mais c'est sûrement un crime contre l'humanité, puisque ça détruit tout un monde mental. Oui, tout à fait. Les bâtiments patrimoniaux sont souvent les cibles avant tout quand il y a des guerres, etc. Et donc moi j'avais vu les gens de Dubrovnik m'expliquaient ça, par exemple, quand il y a eu la guerre, ils m'ont montré exactement, ils ont quelques bâtiments très symboliques dans la ville, c'est les gens qui attaquaient, c'était sur les collines au-dessus, ils ne pouvaient pas détruire la ville, ils visaient symboliquement ces bâtiments les plus anciens, les plus remarquables, etc. En disant qu'ils veulent, voilà, ils veulent attaquer notre patrimoine parce que c'est aussi une façon de nous désorganiser. Nous faire plus mal que de détruire le musée. C'est le musée de Damas qui était magnifique, qui est le premier moment. Si vous acceptez une forme de contradiction, je crois qu'il ne faut pas mettre dans le même sac les musées et les fondations. En France, nous avons beaucoup de musées, nous avons très peu de fondations. Le pays, vous aviez une année qui a été citée par monsieur, a énormément de fondations, relativement peu de musées. La différence est colossale. Un musée
On peut le bombarder, c'est même pas la peine, il suffit d'attendre qu'il tombe en ruine, qu'il perde, qu'on le vole, mais il ne vendra jamais rien. Ouais. Une fondation, elle va vendre. Le musée Guggenheim qui nous attend, il y a une vingtaine d'années, avait beaucoup plus de Renoir qu'aujourd'hui. Mais ils les ont vendus pour acheter mieux, pensait-il. Comment, dit le Français, mieux que Renoir. Qui a décidé? Ce n'est pas le professeur, c'est le marché. On achètera, on vendra en fonction de sa clientèle. C'est-à-dire du public potentiel qui vient pour voir parce que ça l'intéresse, pour se cultiver, et ce n'est pas le même. Ce qui m'intéresse n'est pas forcément ce qui intéressait mes parents, ou ce qui intéressera mes enfants. Et là, il y a cette forme de dynamique, de stimulation, qui oppose les deux structures, et je pense qu'il faudrait les distinguer. Je n'ai pas dit que tous les musées étaient tous égaux, mais ça n'est pas la même fonction, Oui, et ça n'est pas le même c'est pas la même fonctionnement. mais attention, parce que le mot musée n'est pas un mot protégé. Vous pouvez prendre 4 vieux outils, vous mettez un panneau musée du temps jadis, ou musée d'artisanat, ou même musée de je sais pas quoi, de la torture. Maintenant, toutes les villes reçoivent des musées de la torture, c'est n'importe quoi, c'est des choses qui ont été réinventées souvent, etc. Voilà, bon, et le mot n'est pas protégé. Bon, moi je dirais dans le musée, il y a quand même cette idée de. On constitue des collections qui en principe sont inaliénables. Voilà. C'est symbolique finalement, parce que. Mais cette idée qu'on le transmettra dans notre monde, justement, où on est tout le temps en train de réévaluer les choses. Parce que Orsay, pendant longtemps, il y a 30 ans, on considérait que la peinture académique du 19e était nulle, sans intérêt, on parlait des pompiers, etc. Bon, on les a gardés, on les avait enlevés d'ailleurs, on n'en parlait plus. Et puis maintenant on les ressort parce qu'on découvre que finalement elles ont tout à fait un intérêt, qu'elles révèlent une époque, qu'elles révèlent un style, l'aboutissement même du style académique, etc. Donc on peut reprendre comme ça les choses, c'est pas ce l'histoire des graines aussi. On a besoin d'avoir des conservatoires. Maintenant, a priori, une fondation, elle va le cacher quand elle vend des œuvres. Elle peut dire que c'est pas une galerie. Une galerie, c'est autre chose. Une galerie, c'est mais bien sûr qu'ils peuvent vendre, mais peut-être qu'aussi on conserve mal les œuvres et qu'il y en a qui sont pourries, qui vont disparaître, etc., et qui peuvent être attaqués. Oui, il y a une grande variété de musées. Ce qui est intéressant à observer, c'est les visites de classe dans les musées. Parce que les enseignants amènent des classes et on peut observer qu'il se passe plein de choses dans ces visites de classe. Quand on est un peu à l'extérieur, on les observe. On sent que certains enfants, préadolescents, même petits, seront vaccinés à jamais des musées. D'autres, au contraire, vont connaître le choc émotionnel, une forme de résilience par rapport à un ennui scolaire ou des choses de ce style. Et je me demande, il y a la préparation des enseignants, qui est importante, mais j'ai l'impression que parfois il y a des préparations qui sont maladroites et qui finalement n'apportent pas grand-chose à la vie du musée. D'autres qui sont beaucoup plus ouvertes, libres, et on sent qu'il va se passer quelque chose. Quel conseil vous donneriez pour que des enfants, lorsqu'ils visitent le musée d'Orsay à Paris, par exemple, c'est un endroit où c'est spectaculaire, et une classe, soient plus proches du choc émotionnel que de l'ennui, plus jamais je ferai ça. Parce que je crois que c'est important dans le cadre de la transition. Il y a, enfin, point de vue. Ce qui me vient en tête en vous écoutant, c'est que je propose de distinguer les émotions et les sentiments. Lorsqu'un enfant, notre serviteur, voit des dessins coloriés avec des couleurs marrantes, avec des dragons, qui viennent du Japon, j'éprouve une émotion de beauté. Donc c'est beau, c'est une émotion très naïve. On veut les serpents, rouge, bleu, jaune, rouge. C'est très beau, c'est respectable. Le sentiment, c'est une émotion ressentie, provoquée par une représentation. Et là, il faut expliquer pourquoi cet objet est là, qu'est-ce que cet objet veut dire. Parce qu'il n'y a pas que les mots qui s'émantisent. Toutes les tapisseries, tout s'émantise. Et quand nous, êtres humains, on s'émantise avec tout. On fait parler de tout. On s'émantise avec les vêtements, on s'émantise avec les décorations, on peut même s'émantiser avec les poils. Il y
les poils d'extrême gauche et les poils d'extrême droite. On fait parler les poils. Actuellement, regardez les barbus. On fait les barbus, les torsurés, on fait parler les poils. Ça, c'est la condition humaine. Alors, les deux sont nécessaires et respectifs. L'émotion au premier degré, l'agencement pour nos enfants, qu'on a encore à l'âge adulte, l'agencement des couleurs, les champs de fleurs, la beauté, le coucher de soleil. Il n'y a pas plus beau qu'un coucher de soleil. Et l'émotion provoquée par un récit, par une représentation d'image, de mots, qui elle est fortement contextualisée. C'est deux plaisirs différents, mais pas exclusifs l'un de l'autre. Alors, vous conseilleriez à un enseignant de philosophie dans la classe, à Beaubourg par exemple, de laisser le jeune avoir ce contact ou de préparer à l'avance? Je vais répondre lâchement les deux. C'est pour ça que je proposais tout à l'heure, il y a la beauté du coucher de soleil. Alors là, on n'a pas besoin de récit, nous tous, mais on a quand même besoin, mais on a besoin aussi de récit, puisqu'on est des êtres humains, et qu'on parle, on s'émotive, même des choses. Alors, ce que vous dites me rappelle un dessin de Sampé, qui est un grand philosophe, Sampé. On voit Saint-Tropez, on voit le jeter avec des bateaux, des mains partout, et on voit un couple, et un coucher de soleil sur le fond du bateau, et une bulle qui sort de la bouche du garçon, et qui dit devant tant de beauté, un seul mot nous vient à l'esprit, pognon. Non, mais les musées, il me semble ont expérimenté aussi toute forme de médiation. Il y a des tas de personnes qui, maintenant des années, travaillent comment on accueille les enfants, comment on les reçoit, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit, qu'ils apprennent des choses, etc. Mais ce qui fonctionne fortement aussi, c'est la relation qu'on a à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au début, on a beaucoup longtemps étudié les publics tout seuls, c'est-à-dire qu'on considère que les gens sont seuls devant une œuvre. Or, quand on est dans un musée, c'est jamais qu'une partie de... C'est un processus qui vous conduit là. Vous êtes en couple, vous êtes avec des enfants, vous êtes avec des amis, vous avez été amené par quelqu'un qui voulait vous présenter ça. Et donc les gens ne viennent jamais seuls dans un musée. Et donc l'interaction fait qu'on ne voit pas du tout le musée de la même façon. Si vous êtes avec des enfants, vous venez avec vos enfants, des petits-enfants, vous venez, vous allez visiter, ça ne sera pas du tout la même visite que si vous venez tout seul, ou si vous venez en amoureux. Et donc les interactions sont aussi très importantes. C'est quand même dans un lieu, il y a aussi une dimension un peu presque sacrée dans le musée. Une certaine forme de sacralité dans les musées. On voit que les gens sont respectueux. Je dis souvent déjà, des fois, ils sont plus respectueux quand on voit un mariage à l'église, quand on voit une foule à Beaubourg, ils sont plus respectueux à Beaubourg que dans l'église maintenant, où tout le monde se bouscule pour faire les photos, etc. Là, tout le monde dit non, il y a un certain respect des gens. C'est assez typique du musée à la française, t'en parlais, la sacralité, le fait des temples de la connaissance, ça existe ailleurs, mais c'est quelque chose sur lequel on a insisté quand même en France. Oui, mais c'est aussi quand même un lieu, mais cette sacralité fait qu'on vit une expérience. C'est pas simplement pour vous dire là est la vérité, c'est plutôt pour vous dire vous êtes dans un lieu d'exception. Et finalement, vous vous rappellerez de ce moment-là, devant cette œuvre-là, à ce moment-là. Et puis c'est la fonction des artistes, c'est de donner à voir. On parlait du radeau de la Méduse, pose un problème social et a donné à voir en une image ce qui était un événement qui est devenu un événement insupportable, alors qu'avant le radeau de la Méduse, c'était normal, on sacrifiait les passagers. Mais c'est rare qu'on raconte le radeau de la Méduse, comme tu dis, parce que souvent, le tiers du temps, on vous parle de l'œuvre. Et pas du tout du fait social que ça rapporte, et qui est effectivement contextualisé à un moment très important. C'est la restauration, c'est un aristocrate, c'est plus que ça, parce que les marins avaient dit au capitaine qui n'avait plus navigué depuis 30 ans, les marins lui disent au capitaine, là il y a des bandes de sable, attention c'est dangereux. Et lui, il a des cartes qui datent, et il a foi dans les cartes, parce que lui sait lire les cartes, et c'est un capitaine, c'est un aristocrate, et il n'écoute pas les gens, et donc il va tous ensemble. Déjà. Donc il n'a pas voulu tenir compte. Aujourd'hui, on a oublié le fait
divers. Mais à l'époque, effectivement, il était très retenu. Voilà, c'était très bon. Merci à France qui a quand même l'initiative de la journée. Il l'a organisé.